Ok, très bien. Donc, de quoi est-ce qu'on a parlé ce matin? Ah, on a parlé de karma en fonction et des graines, exactement, et de l'indésintégrité. C'est super. Mm. Pourquoi pas? La mémoire, je sais pas. Voilà, c'est un petit peu, voilà. Donc, c'est les différentes écoles. Donc, ça prend du temps. Il faut réanalyser les points, essayer de voir tout ça, essayer d'étudier les textes classiques, essayer de discuter, d'analyser, pas se satisfaire d'une compréhension qu'on pourrait avoir, essayer de repousser un petit peu notre zone de confort. Si on voit la finalité, on se dit c'est utile, c'est très utile. Mais il faut que les conditions soient appropriées, bien sûr, c'est tout à fait normal. Très bien. Ok, ça va? Vous allez bien? Ok, si je peux voir si le son fonctionne bien. Parfait. Et donc, on va essayer de continuer tranquillement. Donc, on a parlé de l'égalisation et l'échange de soi avec autrui. Vous vous souvenez d'où ça vient, cette méthode? Ouais. Est-ce que je viens d'inventer le truc? Est-ce que... Non. L'égalisation et l'échange de soi avec autrui, c'est quoi la lignée de transmission? Pas la légalisation, hein, pas la légalisation, c'est autre chose, ça. L'égalisation de soi et l'échange de soi avec autrui, Tu peux répéter la question? d'où vient, c'est quoi cette lignée de transmission de cette méthode de la vue profonde? Ça vient pas du Bouddha? Ah, ça, oui, exactement, ça vient du Bouddha, bravo. Et ensuite? Oui, Adhyana Manjushri, Adhyana Nagarjuna, le Bodhisattva Shantideva, etc. Acharya Dharmakirti Salingpa, Lama Atisha, Lama Tsongkhapa, Sasante, et nous. Oh là là, une lignée ininterrompue, on a de la chance, on a du bol. Oui, et ensuite, on a la vaste conduite. La vaste conduite, le Bouddha, Arya Maitreya, ensuite, Arya Sangha, etc., etc., toute une lignée de maîtres jusqu'à aussi la Mahatisha, la Matsukapa Sasante, et nous. Oh là là, on a ces deux lignées disponibles, vivantes. Très bien. Et donc, on a déjà mentionné la légalisation et l'échange de soi avec autrui. On a dit que dans les textes, en général, c'est surtout en 5 points, mais on peut aussi, en fonction de d'autres façons de faire, 9 points. Par exemple, le Venerable Damdul en Inde donne 9 points. Et donc, on a déjà vu le premier, c'était quoi? Légalisation, exactement. Et ensuite, les inconvénients de l'égocentrisme. Ensuite, les avantages de l'altruisme, exactement. Ensuite, oui, oui. Donc, on peut dire il y a justement la prise en charge de la souffrance des êtres sur la base de la compassion et leur donner nos mérites, etc., sur la base de l'amour bienveillant. Donc, Tonglen. Ouais. OK, impeccable. Très bien. Ouais, est-ce que ça vous parle? Donc, Tonglen, cette pratique, ok, comme on l'a dit, c'est pas pour tout le monde, c'est pas à conseiller à tout le monde, etc. Il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Idéalement, c'est de l'appliquer avec une certaine compréhension de la vacuité. Ouais, en général, ça fonctionne mieux comme ça. Ouais. Ok, donc on essaie de visualiser tout ce qui est malsain chez les autres, leur karma négatif, leurs afflictions, leurs voiles. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Sur la base de la compassion, on prend sur nous. Ouais, mais on prend pas réellement sur nous, on détruit notre égocentrisme grâce à ça.
Ouais. Et donc, on détruit notre égocentrisme. On peut visualiser que c'est comme une coquille de plomb, une coquille d'œuf qui se trouve au niveau du cœur. Elle est totalement démantelée par cette inspiration de ces fumées noires, de ces animaux venimeux, etc., etc., qui symbolisent la négativité des êtres et tout et tout. Et en lieu et place de cette coquille de l'égocentrisme, il y a notre nature rayonnante, magnifique, lumineuse, qui symbolise tous nos mérites, nos qualités, etc., qu'on envoie vers tous les êtres sur la base de l'amour bienveillant. Ouais. Donc, on essaie de faire comme ça et on visualise que ces rayons lumineux, au bout de ces rayons lumineux, se manifeste tout ce qui est utile pour que tous les êtres obtiennent les différents types de bonheur. Ouais. On peut visualiser qu'on se manifeste sous différentes formes et qu'on sauve la vie de certains êtres. On est un médecin qui octroie la bonne santé à quelqu'un. On est ceci et cela qui permet de soulager différents types de souffrances et donc d'obtenir différents types de bonheur. Ouais. Ok, on peut se visualiser sous la forme d'un Bouddha qui enseigne la vacuité, etc., pour libérer les êtres. On peut visualiser plein de choses. On peut vraiment être créatif. C'est très utile d'être créatif quand c'est la compassion, l'amour bienveillant, etc. Il faut être créatif, c'est très important. Pour la vacuité, il faut être technique. Il faut avoir une information claire et nette. Et être technique, logique, rigoureux. Mais en même temps, pour l'amour bienveillant, la compassion, bodhicitta, on peut être créatif. Ouais, c'est la distinction entre l'aspect cognitif et l'aspect affectif de notre esprit. Ouais, ok. Très bien. Et donc, idéalement, si on peut pratiquer Tonglen, c'est avec une certaine compréhension de la vacuité. Je ne suis pas moi de mon propre côté, vous n'êtes pas vous de votre propre côté. Ouais. Par exemple, quand vous pensez à vous-même, est-ce que vous dites vous ou est-ce que vous dites moi? Sauf si vous êtes César ou Alain Delon. Vous dites moi. Oui, exactement, le roi d'Angleterre. Oui, aussi. Oui, il dit nous. Mais sinon, vous dites moi. Et quand vous dites moi, vous ne parlez pas de moi, vous parlez de vous. J'adore ces discussions. J'adore ces discussions. Ouais, il y a une histoire comme ça où il y a quelqu'un qui marche au bord d'un fleuve et il y a un couple en face qui dit excusez-nous, est-ce que vous savez où il y a un pont parce qu'on voudrait aller de l'autre côté? Mais la personne dit mais vous êtes déjà de l'autre côté. J'adore. Donc ça veut dire que tout ça c'est relatif. Tout ça c'est relatif. Moi et vous, ici et là, là-bas et ici, etc. Tout ça c'est relatif. Ça n'a pas d'existence absolue. Ouais, c'est exactement ce que dit Ariana Nagarjuna dans le chapitre 18. Ouais, il dit comment il pourrait y avoir un autre s'il n'y a pas de soi de manière inhérente. S'il n'y a pas de soi de manière inhérente, il n'y a pas d'autre de manière inhérente. C'est très important. S'il n'y a pas de moi de manière inhérente, il n'y a pas de vous de manière inhérente. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, on dessaisit nos crispations par rapport à cette distinction qu'il pourrait y avoir entre soi et les autres. Ouais, donc bien sûr, il y a plusieurs exemples qu'on a déjà vus hein, quand on a étudié le Bodhisattva Shantideva, on en a parlé en long, en large et en travers, où il parle de, par exemple, est-ce que quelqu'un fait tout pour essayer d'avoir une bonne pension de retraite, par exemple, ou est-ce que quelqu'un fait tout pour manger à midi? Ouais, donc on fait les courses le matin, par exemple, on fait les courses la veille, et puis on prépare le repas le matin, ou on commence à préparer les choses. Mais est-ce qu'on est la personne qui a faim? Est-ce qu'on est le matin ou la veille? Est-ce qu'on est la personne qui a faim le lendemain midi? Non, exactement. Et pourtant, pour éviter que cette personne qui a faim le lendemain midi, pour éviter que cette personne ait faim, on prépare à manger. Même si nous ne sommes pas la personne qui avons faim. Même si nous ne sommes pas la personne qui est à la retraite, on essaie de travailler, de réunir un fonds de pension, etc., pour essayer d'avoir une retraite confortable, même si la personne qui sera à la retraite n'est pas exactement la même que celle que nous sommes maintenant. Et donc, de ce même principe, on pourrait dire pourquoi est-ce que quand le pied marche sur une épine, pourquoi est-ce que la main vient aider le pied, puisque la main et le pied sont deux trucs différents. Ouais, et donc, ça, c'est justement pour montrer qu'il n'y a pas d'altérité en soi. Ouais, donc bien sûr, c'est plus facile à comprendre une personne que nous serons à l'avenir, c'est le même continuum. Donc c'est plus facile à comprendre de dire que oui, en effet, on est en train d'aider une personne qui est dans notre continuum, alors que les autres personnes
conventionnellement, sont d'un autre continuum que le nôtre. Ouais. Mais le principe est le même. Si on dit qu'il y a une séparation absolue, eh ben, il y a une séparation absolue entre moi de ce matin et moi de ce midi, puisque la séparation absolue est exactement la même. Donc pourquoi est-ce que je ferai les courses la veille ou le matin pour manger à midi? Puisque ce seraient deux personnes totalement séparées. Quel serait l'intérêt de le faire? Donc, c'est ce type d'analyse qu'on essaie de faire sur la base du texte de Bodhisattva Shantideva pour essayer d'aller au-delà de ces limitations. Ça peut vraiment aider, ça peut donner une bouffée d'air frais, cette méditation sur la vacuité, quand on médite sur Tonglen. Ça évite certaines crispations, ça peut éviter certaines limites, certains confinements. On se sent déconfiné quand on essaie de méditer sur la vacuité en pratiquant sur Tonglen. Ok, très bien, très bien. Impeccable. Et comme on l'a dit, on peut aussi pratiquer Tonglen quand ça va pas. Idéalement, la plupart des gens pratiquent Tonglen quand ça va pas. Ouais, ça veut dire que quand on a un problème, par exemple, j'ai mal au genou, j'arrive pas à méditer, j'ai mal au genou, puissent tous les êtres échapper à la souffrance d'avoir à méditer quand moi j'ai cette difficulté-là. On transforme les choses. Notre attitude est totalement différente. Ouais, si on a un problème, je sais pas moi, un problème de santé, un problème, je sais pas moi, un problème à la banque, un problème de boulot, un problème de relation, etc. On peut se dire, puissent tous les êtres échapper à ça au moment où moi je suis en train d'éprouver ça. C'est une pratique de temps. C'est transformer les choses. C'est très différent. Notre attitude est très, au lieu de se dire, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait au petit bon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait au petit Jésus, etc. Pourquoi moi. Au lieu d'être moi, on se dit, puisse tous les êtres. Ça change tout. Ça sent plus le renfermer. C'est une bouffée d'air frais. Notre horizon s'ouvre. Notre horizon s'ouvre. Et notre perspective change. Notre application mentale est différente. Et si l'application mentale est différente, l'affliction ne va pas être générée de colère, d'aversion, de ceci, de cela. C'est très utile. Et quand tout va bien, quand tout va bien, quand on s'endort le soir dans un bon lit bien chaud, on a du radiateur, on a du chauffage, on a de l'électricité, on peut lire un bouquin, on peut ceci et cela. Mais qui a ça? Qui a ça dans cet univers? Combien de personnes peuvent s'endormir tranquillement sans avoir des frissons, sans grelotter? Ouais, qui a ça? Donc on peut se dire, au moment où moi je suis en train de dormir tranquillement dans un lit bien chaud, puissent tous les êtres profiter de cela aussi. Sinon, c'est du gâchis. Sinon, on ne fait qu'éprouver la fructification d'un karma extrêmement vertueux ici du passé. Et quand la graine est grillée, est-ce qu'une graine peut germer deux fois? Non. Une graine ne peut pas germer deux fois, c'est impossible. Donc, une fois qu'on a extrait un bienfait, on a tiré un bienfait d'un karma vertueux, c'est terminé. Ce karma vertueux est dépensé. Quand c'est dépensé, il ne faut plus y revenir. Par contre, si en profitant de ce résultat karmique, on se dit, puissent tous les êtres profiter de ce lit bien chaud, puisse aucun être n'avoir à dormir dehors en grelottant, que ce soit un animal ou une personne humaine, etc. On redéveloppe des mérites immenses au lieu de simplement gâcher un karma vertueux ici du passé. Ouais, vous êtes d'accord? Hein? Faut refaire les stocks. Quand on se sent très heureux, plein d'amour, plein de paix, de joie, et ben, moi j'ai eu plein de fois, peut-être moi en vieillissant, ce sentiment que ça déborde et que tu veux. Et après, j'ai entendu parler de ton don et je me suis dit, ah, mais je crois que c'est ça, c'est ce sentiment que tu veux donner, partager. Oui, exactement. Oui, oui, partagez. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est partager, faire rejaillir ce bonheur sur les autres, etc. Se dire, puissent tous les autres bénéficier de ça aussi. Parce que souvent, comme on a dit, on pense au dharma quand ça va pas, quand ça va pas. Ouais, il y avait, ça je vous l'ai déjà dit, l'un de mes patrons tibétains à Paris, d'une manière un peu pas irrespectueuse, mais un peu cavalière, qui disait le dharma c'est comme les toilettes, on n'y pense que quand on a besoin. Donc on pourrait dire c'est comme la salle de bain, de manière plus polie. Le dharma c'est comme la salle de bain, on n'y pense que quand on a besoin. Sinon, qui pense à ses toilettes ou à sa salle de bain quand il n'en a pas besoin? On pense carrément à autre chose. Ouais, non, quand tout va bien, on met le dharma de côté.
On se dit, ah oui, le dharma, oui, oh oui, je ferai ça la semaine prochaine ou l'année prochaine, ou quand je serai à la retraite, ou là j'ai besoin de faire autre chose, du macramé, ou autre chose, etc. Mais le dharma, ouais, oui, c'est utile, mais est-ce que c'est aussi agréable que ça? Si en réalité, on voyait à quel point c'est agréable, à quel point c'est gratifiant, à quel point on se sent mieux en pratiquant le dharma, on se dirait, bah, c'est mon hobby principal. Les autres hobbies sont secondaires, ça passe après. C'est où on met les priorités. Mais simplement parce qu'on en voit les bienfaits, pas parce que quelqu'un nous dit, ah, sinon tu vas aller en enfer, ou sinon, si tu vas aller au paradis. Pas du tout, là, là, surtout pas. Parce qu'on en voit les bienfaits. Parce qu'on en voit les bienfaits, parce qu'on a raisonné, on a analysé et on est convaincu, on a développé une cognition valide de la validité du dharma. Et dans ce cas-là, on se dit, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça qui fait que j'ai une précieuse existence humaine. C'est parce que j'ai ce contact avec ces enseignements et que je peux mettre en application progressivement et à mon rythme. Et en y allant tranquillement aussi, hein. Pratiquer le dharma, ça ne veut pas nécessairement dire, ça y est, tout quitter du lendemain, du jour au lendemain, partir dans une grotte, etc. Il ne faut surtout pas faire comme l'un des disciples de Jitsu Milarepa qui avait tout quitté, qui était parti comme un mendiant, comme un moine, etc., dans une grotte, et puis après, qui est reparti parce que son business lui manquait, sa famille lui manquait, et il est revenu, mais les mains dans les poches, il n'avait plus rien. Donc il a dit, mon maître est un mendiant, et il m'a transformé en mendiant. Et donc il a mis toute la faute sur son maître. N'importe quoi. Ok, donc il faut y aller progressivement. Et la pratique du dharma, il n'y a pas nécessairement besoin de transformer son apparence. Ouais, souvent on dit, ouais, c'est nécessairement, le dharma c'est pour les moines, le dharma c'est pour les personnes ordonnées, etc. Les laïcs, ils ont juste à bosser, c'est tout. Bien au contraire, le dharma c'est pour tout le monde. Le renoncement c'est pour tout le monde. Et ça, il n'y a pas besoin de changer son apparence pour ça. C'est très, très important dans le Lojong Tsigama, pas dans le Lojong Tsigama, le Lojong Dunduma. Le Lojong en 7 points, il est marqué ça, il est marqué Rangin Dunguru Sosorsha. Il dit transforme ton attitude, mais laisse tout le reste tel quel. Laisse tout le reste tel quel. Il n'y a pas besoin d'avoir une apparence spéciale pour dire ah, regardez comme je suis spirituel. C'est à l'intérieur. Ça, c'est très important. Donc, on a fait une session, un module entier au Sanghanujo par là-dessus, donc je ne vais pas y revenir. On a fait vraiment qu'est-ce que la pratique au quotidien. On avait vraiment parlé des dharmas mondains. C'est très, très important des se débarrasser des préoccupations mondaines. Ok, très bien, très bien. Impeccable. Ok, et donc Tonglen, c'est ça, c'est essayer de le faire, et secrètement, ouais, c'est ce que dit la strophe du Lojong, 8 strophes, ouais. Borna, borna, ngudangyu bayi, penon mana gulabe, mai no dongegu, sans ouais dala lambajo, sans ouais dala lambajo, puissais-je prendre sur moi secrètement tous leurs méfaits et malheurs, etc., etc., ouais. Il dit en bref, bénéficier directement ou indirectement de tous mes bienfaits, et puis sais-je secrètement prendre sur moi tous leurs méfaits, tous leurs malheurs, etc. C'est-à-dire que ça ne doit pas être ostentatoire. Et en plus, c'était une pratique secrète pendant longtemps. Et il y a l'échange de soi et autrui, puis il y a Tonglen. Tonglen, c'est une méthode Oui, pratiquer l'échange de soi et autrui, exactement. qui est le plus simple de pratiquer, mais pour l'échange de soi et autrui en soi, c'est juste cette réflexion, enfin, enfin, la réflexion, enfin, cette Oui, processus de prendre, de, d'utiliser l'idée de la faculté pour dépersonnaliser notre expérience. oui, Ça, mais mm, il y a d'autres pratiques qui utilisent l'échange. oui. Dans le texte, c'est un peu comme ça, parce qu'il ne parle pas de Tonglen, je pense. Mais Dans celui-là, oui, ouais. Celui-là, il ne parle peut-être pas de Tonglen, mais c'est dans le Bodhisattva Shantideva où il dit ça, où il parle du chapitre 8. Dans le chapitre 8, où il parle de l'égalisation et l'échange de soi avec autrui, où il dit maintenant c'est fini, je ne mettrai plus le point principal sur moi, mais sur les autres. C'est-à-dire qu'on s'échange avec les autres, c'est-à-dire que notre petit moi étriqué comme on était avant, ou peut-être ça nous arrive encore maintenant, mais ce petit moi étriqué, maintenant on le remplace et on prend l'identité des autres, de tous les autres. Et donc, c'est à chaque fois qu'on doit faire la compétition, ça doit être avec ce petit moi étriqué. Donc, donner toujours la victoire aux autres. Les autres ont raison, les autres ont la victoire, les autres sont dignes d'être aimés, etc. Mais mon petit moi étriqué, lui, par contre, on doit tout faire pour l'humilier, l'écraser, etc. Mais le petit moi étriqué, attention, pas ma personne, mon ego.
mon égocentrisme. C'est très différent parce que c'est pour ça que c'était secret. Pendant longtemps, on a cru que c'était une flagellation où on se mettait. Mais attention, il ne faut pas le comprendre comme ça, surtout pas. C'est très important de bien comprendre quand on dit ce petit moi étriqué, c'est la conception de moi, je suis supérieur aux autres, regardez comme je suis supérieur à vous, vous êtes des moldus, moi je suis, etc., etc. Ça, c'est très, très malsain. C'est la source de tous nos problèmes. C'est ce qu'on avait dit hier dans le texte de Dharma Achala Dharmarakshita, ouais, la roue Lamsa serrée, que vous étudierez au Pays-Bas, où il parle de ça, où il dit à Yamantaka, il dit, saisis ces deux démons, écrase-les, piétine-les. Il dit pas saisis-moi et piétine-moi et critique-moi, pas du tout. Il faut critiquer notre saisie du moi étriqué. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, on n'a rien compris. Sinon, on a compris la pratique de travers et on finit par la sous-estimation de soi, la dépression. Et ça n'a rien à voir. Ouais. C'est vraiment très important de bien le comprendre. C'est pour ça que Steven disait que c'était une pratique secrète pendant longtemps, parce qu'elle était facilement mal comprise. Ouais, donc l'échange de soi avec autrui, c'est à chaque fois. Dès qu'on a un moment d'orgueil, par exemple, se dire, en fait, je dois être orgueilleux, mais en prenant l'identité des êtres, de tous les autres êtres. Et cet orgueil, moi, de moi, personne étriquée, je dois l'humilier. Dire, regarde, mais tu n'as rien, tu n'as absolument rien de quoi être fier, etc., par rapport à tous ces êtres qui ont toutes ces qualités. Donc c'est une pratique qui n'est pas facile à comprendre, hein, parce qu'elle peut être comprise de manière vraiment, vraiment à côté. Ouais, ça vous parle? Il ne faut pas glorifier les autres, il ne faut pas non plus humilier ou quoi que ce Il faut humilier les c'est pas la même chose que la personne. soit. C'est pas, il faut vraiment, il faut distinguer la personne. La personne, on n'y touche pas. La personne, on n'y touche pas. Ça, c'est très important. C'est ce que disait, vous vous souvenez, hier, on a dit, Venerable Gandhi disait, la marque d'un pratiquant spirituel, c'est dès qu'il y a un problème, il ne met jamais la faute sur les autres. Il met la faute sur son ego, sur son égocentrisme, pas sur lui. S'il dit, si vous mettez la faute sur vous, c'est foutu. Donc, faites bien la distinction dès le départ. Exactement pour la vacuité, c'est pareil. L'objet de négation, c'est jamais la personne. Moi, je trouve que c'est quand même facile de voir les aspects positifs des autres, plutôt que de critiquer son ego, c'est de voir les capacités des autres. C'est-à-dire changer, tu vois, le regard. Et parce que tu vois que les autres, effectivement, ensemble, un tel est super fort à l'ordinateur, etc., ça permet de relativiser et de ce fait, ton ego va diminuer plutôt que faire le chemin inverse. Et tout, pour moi, c'est plus facile. Ouais, je pense que les deux sont très liés. C'est comme on disait tout à l'heure avec l'amour bienveillant et la compassion, c'est très lié. Ça veut dire qu'au moment où explicitement tu penses à toutes les qualités que les autres ont, implicitement tu te dis, bah finalement, je n'ai pas ces qualités-là. Et donc, de quoi mon ego, mon orgueil, etc., de quoi serait-il fier en réalité? Donc, ça relativise. C'est exactement le principe même de ça. C'est de mettre en perspective. L'éclairage est différent. Oui. J'ai apparent n'est pas pareil. Je trouve que c'est plus facile de projeter sur les autres que sur soi. D'abord, on a un biais par rapport à nous. C'est pas toujours évident de le voir. Alors que quand on regarde autour de nous, on essaie d'avoir un regard le plus unique, en tout cas, le vaste possible. Oui, oui. C'est tout à fait le cas. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et parfois, c'est par rapport à nous dans différentes situations. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais moine et que les gens disaient, oh là là, mais qu'est-ce que tu es patient, qu'est-ce que tu es. Et à chaque fois, je me voyais devant l'imprimante Analanda qui ne marchait pas. Et je leur disais, c'est parce que jamais vous ne m'avez vu devant l'imprimante qui ne marche pas. Donc, de relativiser, pas nécessairement avec d'autres, mais avec soi-même dans d'autres situations. Et ben, ça relativise aussi. Donc, c'est très, très utile. C'est pour ça, elles ont été produites par la compagnie Shantideva. Ouais. Shantideva Company. C'est pour ça les imprimantes Canon. Canon, exactement. Canon, c'est Avalokiteshvara au Japon. Exactement. Exactement. Elles ont été faites rien que pour ça. Et elle me reconnaît, hein. Elle me reconnaissait, hein. Les autres, ça marchait. Quelqu'un imprimait juste avant, ça marchait. Mais dès que j'arrivais, elle me reconnaissait. Et donc, forcément, ça me mettait de travers, ça me vrillait les nerfs à chaque fois, forcément. Et donc, quand les gens disaient, ah, toi, t'es moine, t'es vachement paisible, t'es vachement patient. Oui, bien sûr, ouais, ça, ouais. Oui, bien sûr, ouais. C'est parce que tu m'as pas vu devant l'imprimante. OK. Et juste,
Ok, quand tu dis il faut cibler l'ego, mais est-ce qu'à chaque fois il faut faire l'exercice de se connecter à ce moi inhérent? Parce que ça demande quand même un exercice, parce que dans nous, en général, quand on pense à nous, l'ego, le moi inhérent, tout est un peu mélangé, quoi. On n'est pas, on n'extire pas exactement l'ego, tu vois. On a du mal à le ressentir, sauf quand on a cette friction au cœur ou que on sent l'affliction ou quelque chose de particulier. Mm. Mais est-ce qu'il faut quand même au début faire un exercice avec ton Glenn, bien se connecter à ça ou... En fait, oui, on peut, bien sûr, comme disait Viviana Gandhi, désolé de le citer parce que c'est vraiment l'un de mes exemples vraiment concrets, vivants, de chez qui ça marche. Et qu'on peut côtoyer facilement en plus. Donc, c'est pas comme quelqu'un qui est sur un trône et qu'on voit de loin, etc. Oui, ça peut marcher chez lui, mais est-ce qu'on le voit vraiment en réalité dans le quotidien? C'est pas la même chose. Lui, oui, il est tellement accessible. Et donc, en effet, c'est ce qu'il dit. Il dit on ne peut pratiquer Tonglen que si d'abord on est passé par les premières étapes. C'est ce qu'on disait ce matin avec d'abord l'égalisation de soi avec autrui. Sinon, c'est impossible. Sinon, c'est juste un truc très automatique, très intellectuel, c'est très conceptuel et c'est tout. Mais si vraiment on est passé par les étapes, en prenant le temps, d'abord l'égalisation, puis les méfaits de l'égocentrisme, en prenant tous les exemples qu'on voit à l'extérieur, mais surtout pour l'appliquer à l'intérieur. Ouais, hier, on parlait d'Alfred dans le voyage inattendu. Eh ben, c'est la manifestation même picturale de cet égocentrisme. C'est moi d'abord, les autres après. Je vais me réfugier chez les femmes pour pas avoir à faire la guerre, etc. Puis après, critiquer tout le monde. Enfin bref. Donc c'est là où on voit, il y a quelque chose, mais ce qu'il faut voir, c'est le voir dans notre quotidien. Bien sûr qu'on prend aussi exemple à l'extérieur, parce que parfois, en effet, c'est plus facile de voir aux infos, de voir à quel point c'est grossier, vu qu'on a ce biais cognitif aussi, comme disait Sabine. Donc c'est très important aussi de, après, l'appliquer en nous et de voir à quel point, parfois, quand on est dans l'orgueil, quand on est dans l'ego, etc., il y a de toute façon la saisie du soi. Hmm. Mais c'est pour les prasangikas. Oui, pas syndicat, parce que pour les autres écoles, la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel arrive avant l'orgueil. Ouais, et c'est jamais la même substance, puisque c'est pas le même objet du mode d'appréhension. Et pour les prasangika, l'orgueil subtil, celui qui est né d'une saisie d'existence inhérente, ils ont le même mode d'appréhension. Donc, ils sont une même substance. Donc, dès qu'il y a l'orgueil subtil, il y a nécessairement la saisie On du l'a soi saisi. inhérent. Hmm. En même temps, Hmm. nécessairement. Oui, c'est que pour les prasangikas, si on parle des prasangikas, ils vont dire que la saisie grossière du soi, c'est la saisie grossière mais innée, c'est la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel. Ouais, de considérer que la personne serait le contrôleur des agrégats d'une certaine manière, sans nécessairement être séparé des agrégats, mais d'être le contrôleur des agrégats. Et cette appréhension de la personne a un mode d'appréhension spécifique, c'est de penser que la personne est le contrôleur des agrégats. Mais l'orgueil, c'est pas nécessairement ça. L'orgueil considère que la personne est supérieure aux autres. Elle ne saisit pas nécessairement la personne comme étant le contrôleur des agrégats. Et c'est sur la base de cette saisie du soi qu'il va y avoir l'orgueil. Donc, comme ils ont deux modes d'appréhension distincts, ils ne peuvent pas être la même substance, ils ne peuvent pas être simultanés. Par contre, l'orgueil subtil, celui qui est né d'une saisie de soi inhérent, l'orgueil subtil va considérer que la personne a une existence inhérente et que ses qualités ont une existence inhérente, etc. Donc, c'est le même mode d'appréhension, c'est pourquoi c'est une même substance. Oui, exactement. Tout à fait. Ça va de pair. Dans l'une est la cause, et dans l'autre, ils vont ensemble. C'est pour ça que quand Gandalf il dit tous nos problèmes, les voiles afflictifs, etc., sont peu ou prou liés à l'ignorance, c'est parce qu'il prend en compte ces deux cas où parfois l'ignorance, c'est la cause d'une affliction, et parfois elle est simultanée à cette affliction. Ok. Donc c'est pourquoi elle dit les afflictions sont peu ou prou associées d'une manière ou d'une autre à l'ignorance. Comme ça, il est sûr d'inclure tous les cas. C'est très habile. Ok, très bien, très bien. Donc, en effet, dans ce cas-là, de toute façon, dès l'instant où il y a un problème, il y a une saisie égocentrique grossière, etc., parce qu'on peut parler d'une forme d'égocentrisme subtil qui est l'absence de bodhicitta. Dans ce cas-là, il n'y a pas nécessairement la saisie du soi. Un Ouais, arhat, voilà, ouais. l'arhat n'a plus la saisie du soi, mais il a une forme d'égocentrisme subtil. Pour certains guéchés, c'est une affliction, pour d'autres, ce n'en est pas une. Donc, il y a plein de débats par rapport à ça. Moi, je préfère la version où l'égocentrisme subtil, cette absence de bodhicitta, n'est pas une affliction, puisqu'elle existe chez les arhats et ils n'ont nécessairement plus le voile afflictif. Donc, ça ne peut pas être une affliction. Ouais. Hmm. OK.
Et donc, mais sinon, à part eux, pour nous, la plupart du temps, où on a une forme d'égocentrisme très grossier, où moi d'abord, les autres après, je dois sortir le premier, je dois descendre du train le premier, etc., etc., il y a nécessairement une saisie du soi qui est associée à ça. Et donc, c'est ça qu'on doit critiquer, c'est ça qu'on doit piétiner. Puisqu'on se rend compte que c'est notre démon, on est persuadé que c'est notre meilleur ami, alors que c'est notre démon, c'est notre terroriste, qui prend l'apparence d'un ami. Mais en fait, il n'a fait que nous détruire depuis des temps sans commencement, en nous faisant croire que c'était notre meilleur soutien, notre meilleur ami. C'est une erreur totale. Il faut vraiment se rendre compte à quel point c'est ça qui nous fait du mal, nous et aux autres. Si on se rend compte de ça, il faut le piétiner, l'écraser au maximum. Et cette pratique-là est très puissante pour ça. Parce qu'on se dit, c'est terminé, je ne me laisserai plus avoir, maintenant c'est terminé, maintenant je prends le parti de tous les êtres. Je m'identifie à tous les êtres. Et je vais critiquer. S'il y a quelqu'un à critiquer, ça va être mon égocentrisme, ça va être mon ego. Mais jamais moi, attention, essaie de bien faire la différence, hein, sinon ça peut être très dangereux. Oui, exactement. C'est Tonglen, c'est pas parce qu'on a envie de souffrir. C'est au contraire, parce que Tonglen nous aide à aller mieux en réalité. Tonglen nous aide à aller mieux. C'est vraiment un remède exceptionnel qui n'est pas la panacée à tout, hein, comme on disait précédemment. Puisque de toute façon, on ne peut pas apprendre la souffrance des êtres, c'est impossible. Si ça a été expliqué comme ça, si c'est souffrir pour souffrir, dans ce cas-là, c'est... Oui, exactement. Et il y a des gens qui disent ça, qui disent pourquoi pratiquer ton jeûne puisque j'ai déjà mon lot de souffrance, pourquoi est-ce que je prendrais en plus la souffrance de tous les êtres sur mes épaules? Mais en réalité, exactement. Oui, ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Exactement. Moi, je me souviens, on avait fait une marche pour le Tibet en 98. On avait fait Lyon-Marseille. Et à l'époque, je m'intéressais déjà à ça. Je me souviens, j'avais comme un éclair déchiré de la nuit de Saint-Dalai-Lama. Et j'étais halluciné par tout ce qu'il racontait et tout. Et il y avait Tonglen à un moment donné. Je disais aux gens, je disais, il y a une pratique, c'est prendre la souffrance des êtres et leur offrir notre bonheur. Et la personne avait dit, mais c'est pas le contraire plutôt, t'es sûr? C'est trop drôle. Et donc, oui, si on le comprend mal, ça peut vraiment être vraiment délétère. Donc, c'est très important de se dire, je me sers de ce qui ne va pas mal, de ce qui va mal chez moi, et pour le transformer, je me dis, je prends la souffrance de tous les êtres. Au moment même où j'éprouve cette difficulté, puissent tous les êtres échapper à ça. Quand je suis dans la colère, puissent tous les êtres échapper à la colère. Quand je suis dans l'orgueil, puissent tous les êtres échapper à l'orgueil. Déjà, notre identification se transforme, notre application mentale se transforme. On est déjà moins dans la colère, moins dans l'orgueil, etc. C'est déjà une solution. Et au lieu d'être là, à se dire, ah, pourquoi moi, je suis en train de souffrir, j'ai mal aux genoux, j'arrive pas à méditer, pourquoi moi, au contraire, on ouvre notre esprit vers tous les êtres. Et ça change tout dans la façon dont on perçoit les choses. Mais c'est vraiment pour détruire l'égocentrisme. C'est une simulation de vol, hein, c'est exactement ça, hein, Tonglen, hein. Comme un simulateur de vol, comme dans le film dont on parlait hier, Boîte Noire, avec Pierre Ninet. Très, très bon film. Et à un moment donné, il y a un pilote qui est dans un simulateur de vol. Mais c'est exactement ça, Tonglen. Et la méditation en général, c'est ça, c'est une simulation de vol. C'est pour essayer de simuler quelque chose. Et le jour où on sera un Bouddha, on sera capable d'aider un maximum d'êtres. Parce qu'on aura éliminé progressivement l'égocentrisme et la saisie égotique, qui sont nos démons principaux. C'est partie de grandes communautés. J'ai envie de Oui, sentiment d'universalité. oui, mais ça part déjà avec l'égalisation. C'est vraiment, si on le fait de manière très progressive, c'est déjà inclus dans cette attitude-là. Qu'on est tous pareils. Ouais. Il n'y a plus cette distinction moi bouddhiste, vous pas bouddhiste, je sais pas quoi, moi Gelupa, vous pas Gelupa, enfin, des trucs tellement à côté de la plaque. Ouais, ok, très bien, très bien. Je veux juste ajouter que moi, je suis un peu dans ces textes-là, c'est très sympathique, parce Hmm. que dans l'explication de on change beaucoup dans le chant de Dev, dans le Charya Tatara,
sont des versets qui expliquent Oui. pourquoi on va faire ça. Et puis, il est fait ça. Oui, Donc, il faut avoir la connaissance oui, avant, comme ça, c'est utile. ou des commentaires. C'est utile de regarder tout le texte et puis le texte de les faire Oui. comme ça, on a tout le contexte. Oui, normalement. Normalement, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ça veut dire que si on a déjà le contexte, après, ce texte-là peut être vu comme une instruction directe. Dans les monastères, elle cite ce texte tous les jours, en fait. En Charles CAB, en tout cas. Peut-être. Il y a certains monastères qui utilisent ça en fait, c'est pas tous les jours pour. Celui-là, ouais, c'est possible. C'est tout à fait possible. Ouais, exactement. Ça dépend des monastères peut-être, Ouais. mais c'est tout à fait possible. Donc, en effet, c'est un petit peu comme des instructions, un petit peu des instructions directes d'une certaine manière, mais parce que la personne, elle sait déjà de quoi elle est en train de parler ou parce qu'elle a étudié un commentaire, etc. Et après, quand on entend une strophe ou un verset, etc., on peut finir par comprendre de quoi il s'agit parce qu'on a tout le déploiement du sens qui se manifeste. Ouais, c'est comme les bodhisattvas qui sont capables en un instant très rapide de certifier tous les aspects, les 173 aspects, les trois sagesses principales, primordiales, etc., sans altérer le sens ni rien, en connaissant parfaitement tous ces 37 auxiliaires de l'éveil, tous ces points des bodhisattvas, etc. Parce que cette personne a étudié tous ces points-là avant, et donc une fois qu'après elle entend, tiens, application complète aux aspects, paf, en un instant, ce bodhisattva est capable de tout passer en revue, tous ces points-là. C'est magnifique. Mais on arrive à faire ça pour certains points, quand on a étudié certains textes qu'on connaît presque par cœur, etc. Et dès qu'on entend le titre, tout de suite, on sait de quoi. On a comme le déploiement en 3D, comme dans Iron Man, etc., où il voit en 3D. Enfin bref. OK. Et donc, c'est un petit peu comme ça. Parce que la personne s'est familiarisée dans tout ça, non? Ouais. Et le lamrim, c'est exactement ça. Dans les textes, ils parlent de ça. Ils disent que le lamrim, c'est un upadesha, c'est une instruction directe. Une instruction directe qui permet d'appliquer l'abhisamaya, l'amkara dans tout son ensemble. Et donc, le lamrim, c'est fait pour faciliter, ce sont des instructions directes qui permettent de faciliter la compréhension ordonnée, facile à digérer, etc., etc. OK, très bien. Magnifique! Et donc, on a parlé de Tonglen. OK. Donc ça, après, vous pouvez lire d'autres commentaires sur ces points-là. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment bien comprendre. Et l'égalisation de soi avec autrui aussi. Donc, et l'échange, pardon. Donc, justement, après Tonglen, il y a l'échange effectif. Ouais, dans la méthode en 9 points. Donc, l'échange effectif, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'on on se dit maintenant, c'est terminé. Je ne me laisserai plus bouffer par mon égocentrisme et ma saisie égotique. Maintenant, je prends le parti de tous les êtres. Et donc, s'il y a quelqu'un à complimenter, ça doit être les autres. S'il y a quelqu'un à critiquer, ça doit être mon ego, ça doit être mon égocentrique, mon égocentrisme, mes karmas négatifs, etc., mes sales habitudes. C'est ça qu'il faut critiquer, c'est pas les autres. Ouais, ça c'est très très important. Et donc progressivement, même si j'imagine que si on finit par s'entraîner là-dedans, quand on est dans une conversation, on commence à critiquer les autres, on va faire un regard intérieur en se disant, ah, tiens, je suis en train de faire le contraire de ce que j'étais censé faire. Là, ça commence à être bon signe. C'est quand on commence à regarder, à jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Donc, si on est en train de regretter au moment même où on est en train de critiquer, parce que la conversation, elle est comme ça, on critique Trump ou Poutine, etc., ou la discussion, où on critique un tel et un tel. Et là, il y a un regard intérieur qui se dit, mais en fait, je devrais critiquer mes trucs malsains à moi. Je devrais féliciter cette personne d'avoir accumulé tellement de mérites par le passé, qui lui a donné tellement d'argent, tellement de pouvoir, etc. Cette personne, c'est pas venu comme ça, c'est pas tombé du ciel. Cette personne a nécessairement accumulé des choses magnifiques par le passé pour obtenir cette situation-là. Non? Ou c'est tombé du ciel? Ou il y a des effets sans cause? Il y a des effets sans cause? Il y a des effets sans cause ou pas? Non, il n'y a pas d'effet sans cause. Il n'y a pas d'effet sans cause. C'est impossible. Essayez d'y penser. Si vous vous dites, il n'y a pas d'effet sans cause, comment est-ce que cette personne a tellement de possessions, cette personne a tellement de pouvoir, cette personne a tellement de gens qui sont autour, etc., etc. D'où ça vient? S'il n'y a pas d'effet sans cause, est-ce que ça vient avec des causes discordantes? Est-ce que cette personne n'a fait que ce qu'elle est en train de faire dans cette vie au cours des vies passées? Non, elle a fait tout le contraire. Elle a fait tout le contraire. Aujourd'hui, cette personne ne fait que critiquer les autres, etc., et
et essayer de détruire la, les gens célèbres qui essayent de le contrer, etc., qui disent ça c'est fake news, ça c'est un journal fake news, fake news, fake news, parce qu'ils sont, c'est des gens qui viennent le critiquer. Il n'a pas fait ça tout, au cours de toutes ses vies passées, au contraire, parce que sinon il ne serait jamais le président de la République des États-Unis. Le président, je ne sais pas si on dit président de la République. Je ne sais pas si, si on fait. c'est- oui, si on dit juste président des États-Unis, voilà, exactement. Jamais il n'aurait été président des États-Unis s'il n'avait fait que ce qu'il est en train de faire actuellement au cours des vies passées. Vous êtes d'accord ou pas? Ah, merci. Merci de lever la main. C'est gentil. Mais exactement, tout à fait. Et donc, est-ce qu'on a de l'aversion dans ce cas-là ou est-ce qu'on a de la compassion? Et donc, est-ce que le fait de constater ça, ça engendre de l'aversion ou est-ce que ça engendre de la compassion? C'est triste pour lui, mais le problème, c'est son impact sur les autres. Et ça, c'est quand même assez effrayant. Alors ça, je ne le nie pas, mais dans notre pratique à nous, est-ce qu'on se laisse bouffer par l'effroi et... C'est ça. Mais, bah, l'équipe, c'est pas parce que si tu as un chien qui te mord, enfin, t'es méchant, n'importe quoi, tu vas quand même le mettre de côté. Ah, mais tout à fait. Donc, à un moment Ah, donné, il y a mais... une addiction à la fois. Oui, exactement. Mais moi, je parle pas encore des actions, je parle vraiment de notre attitude intérieure. Après, les, après les actions, en même temps, quand je suis en train de parler de lui, je suis en train de faire un acte politique, hein, et je l'assume quand je parle de lui, hein, de ce qu'il est en train de faire actuellement, je l'assume complètement. Donc, je suis en train d'agir à mon faible niveau. Mais il n'empêche que, en réalité, c'est un être qui ne demande qu'à être heureux, et plus il sera heureux, moins il sera un boulet pour les autres. Oui, c'est un problème. Ça, on est convaincu. Exactement. J'ai une question. Oui, J'ai une question, Patricia. oui, allô? Oui, tu m'entends? Ah, salut, c'était Salut. toi. Oui. Ouais. Ma question, c'est par rapport à ce que tu dis sur Trump, mais il y a l'effet similaire à la cause, non? Donc, s'il avait fait toutes ces bonnes choses dans Oui, le passé, est-ce qu'il ne devrait pas être bon maintenant aussi dans cette vie? Tu vois, l'empreinte. oui, oui, c'est exactement ce qu'on disait hier. Ah, pardon. Ok, ouais, C'est pas grave. ouais. Oui, c'est ce que. Il est prix de la paix. Il a eu le prix de la paix de la part de la FIFA. C'est quand même quelque chose. Je rigole. Mais c'est ce qu'on disait hier par rapport au Kama Vibhanga Sutta. Ouais, hier on parlait du Kama Vibhanga Sutra où dans deux sutras, le Bouddha dit il y a certains individus, il y a quatre possibilités. Ouais, quelqu'un qui s'est mal comporté par le passé et qui a des bonnes situations aujourd'hui, quelqu'un qui s'est mal comporté par le passé et qui n'a que des catastrophes aujourd'hui, quelqu'un qui s'est bien comporté par le passé et qui n'a que des catastrophes, et quelqu'un qui s'est bien comporté et qui n'a que des situations agréables. Donc il y a quatre possibilités. Et donc les deux, ce qui s'est passé par le passé et ce qui arrive maintenant, c'est pas nécessairement corrélé. Et surtout pas dans le cas de Trump. Par exemple, tout ce qu'il a tout ce dont il bénéficie actuellement, le pouvoir, la richesse, etc., c'est issu du passé, de quelque chose de nécessairement vertueux, nécessairement. Mais ce qu'il est en train de faire actuellement, toutes ces gamineries, c'est puéril au possible. Il suffit de voir n'importe lequel de ces discours. C'est puéril au possible. Tout ça aura nécessairement des effets similaires à leur cause, mais à l'avenir, pas nécessairement dans cette existence. Mais nous, on croit qu'il faut être comme lui, parce que regardez, vu qu'il agit comme ça, il critique les autres, il dit ça c'est fake news, et regardez le pouvoir qu'il a et l'argent qu'il a, donc il faut être comme lui. Ça, ce serait une erreur totale. Parce que là, il est en train d'éprouver un fruit égal à sa cause de quelque chose de vertueux par le passé, mais les causes néfastes qu'il est en train de produire aujourd'hui, et là, ça va engendrer des catastrophes à l'avenir pour lui. Ok, mais toutes les choses bénéfiques qu'il a fait dans le passé, elles ne devraient pas laisser suffisamment d'empreintes positives dans son esprit pour qu'il ait une meilleure attitude dans cette vie? Oui, les empreintes Mhm. positives, elles sont toujours là, mais hélas, Mais elles sont recouvertes par d'autres empreintes qui sont plus malsaines et du qui, passé aussi, ouais. ouais, du passé aussi, et qui ont pris le pouvoir. Ok. Hélas. Mais ça veut dire que
c- ça veut dire que cette personne, malgré tout, a toujours la nature de Bouddha, a toujours le potentiel de l'éveil, mais c'est extrêmement recouvert de souillure, de voile, etc. Et la preuve que cette personne a la nature de Bouddha, c'est que pour avoir cette possession, ces possessions, ce pouvoir, etc., que cette personne a nécessairement laissé libre cours à sa nature de Bouddha par le passé et a eu des actes extrêmement vertueux. Mais hélas, c'est ça qui fait les choses, c'est qu'à un moment donné, certaines graines sont plus puissantes que d'autres et prennent le pouvoir, même si elles n'oblitèrent pas les autres qui sont plus euh, sous-jacentes d'une certaine manière, ça ne les met pas de côté, elles sont toujours là, le potentiel est toujours là, mais hélas, ce ne sont pas les premières à mûrir. C'est des Mhm. détails. Donc, pourquoi il y a certains qui font tout va pour Mm. d'autres, pourquoi les effets liés à la cause sont plus puissants que similaires à la cause. Ça fait partie des choses qu'on ne peut pas savoir si on est en Bouddha. Oui, ou alors, Est-ce que ça explique un peu plus ouais, ouais. les détails? Alors, je pense que dans les sutras, peut-être dans un sutra, l'Upali Paripricha Sutra, je crois que c'est celui-ci que Venerable Tenshinhan cite dans Nirvana, Samsara et Nirvana, où c'est mentionné justement, et la Tsongkhapa en parle, le Madhyamaka Avatara, dans son commentaire. Il dit que si on a autant de graines saines que de graines malsaines, celles qui vont germer les premières, ce sont les plus anciennes. Et si anciennement on a commis autant de graines saines que de graines malsaines, ça va être les plus récurrentes qui vont mûrir les premières. Et s'il y a autant de récurrences, ça va être les plus récentes qui vont mûrir, etc. Donc à chaque fois, quand il y a un truc à peu près équilibré, c'est Si, est-ce que... s'il te plaît, pas Oui, si vite. pardon? Pas aussi vite parce que je perds le fil plus. Ouais. Et donc, si on a des graines saines et des graines malsaines, un nombre à peu près égal dans une même vie, eh ben, ce sont les plus anciennes qui vont mûrir les premières. Ouais, Là, oui. Mhm. ouais. Et ensuite, si même anciennement, on a commis à peu près du noir et du blanc, à peu près pareil, normalement, ce sont les plus récurrentes. Ça veut dire que si on a répété plus souvent l'exercice, ouais, et donc ils vont mûrir les premières. Et ensuite, je, oui, il y a aussi, oui, il y a aussi cette différence entre est-ce qu'on a accumulé un acte, par exemple s'abstenir de tuer, quand on est moine ou laïc. Ouais, quand on est moine, l'acte est beaucoup plus vertueux parce que ça dépend du support lui-même. Ouais, et ça dépend si on s'abstient de tuer quelqu'un qui est un bienfaiteur ou si on s'abstient de tuer une fourmi. Là, c'est pareil, l'objet va différer. C'est ça qui va faire la différence aussi. Ouais. Mais c'est quand les graines sont similaires. Ça veut dire que quand on a aussi bien tué que pas tué des fourmis, ouais, ça veut dire quand les graines sont à peu près similaires. C'est là où il y a cette distinction. Ouais, ça veut dire les plus anciennes mûrissent d'abord, ensuite les plus récurrentes. Et je crois que la Matsongkhapa dit à un moment donné, il y a aussi, quand c'est à peu près égal à chaque fois, ça va être les plus récentes. D'ailleurs, les derniers actes au cours d'une existence, ce sont eux qui vont engendrer C'est pourquoi d'ailleurs, c'est pourquoi ça explique pourquoi Trump a ces habitudes extrêmement puériles et malsaines. C'est que même si au cours d'une vie passée, il a eu des actes extrêmement vertueux, peut-être que les derniers moments, ça a été extrêmement noir. Ouais, Mhm. D'accord. Dans le sens où il a quand même convaincu quand il disait du monde, le leader dans le monde de faire un petit peu. oui, C'est-à-dire que mm, il y a aussi, il peut y avoir à la fois du politique et du c'est tout mélangé. Non, non, tout à fait. Après, il a aidé. il- Oui, bien sûr. Oui, ça dépend de la motivation. Mais Mm. c'est ça, faut arriver à le comprendre et puis pour influencer aussi. C'est ce que certains, voilà, négociateurs essayent de. Même les négociateurs européens essayent Mm. d'influencer Oui, en Grèce. exactement. Mais la meilleure solution, c'est qu'ils partent à la retraite et qu'enfin, ils soient remplacés par quelqu'un d'autre. On n'aura pas pire, à mon avis. Pour faire là, il faut regarder la situation actuelle. Oui, oui. La culture, la capacité, Non, que le corps, pas l'état l'objet, d'esprit.
Pas l'état d'esprit. Non, le Bouddha dit, si vous voulez voir ce que vous avez fait par le passé, observez votre corps actuel, pas l'esprit. Il dit, si vous voulez savoir ce que vous ferez à l'avenir, ce que vous serez à l'avenir, observez votre esprit. Ouais, ça veut dire là, il faut observer notre situation actuelle. Si on est un être humain, c'est qu'on a nécessairement accumulé des actes vertueux qui nous ont produit cette existence humaine. Et si on est là, on utilise cette précieuse existence humaine, mais pour embêter les autres, pour mettre des bâtons dans les roues de tout le monde, dans ce cas-là, eh ben, si on veut savoir ce qu'on va être à l'avenir, il suffit d'observer nos états d'esprit. Il y a des chances que ce soit pas très réjouissant. Moi, quand je dis par rapport au travail, je dis par rapport à moi, je dis par rapport à la culture. J'en suis là-bas, je suis dans le monde, je veux savoir un peu les choses dans le travail, parce que moi, il y a des choses à la fois extérieure, de l'extérieur, via l'intérieur. C'est pas une façon de savoir la société par rapport. Non, c'est la situation générale. C'est voir dans les textes où ils disent observer votre corps actuel, c'est-à-dire votre situation actuelle. Mais c'est très général, hein, parce qu'il y a une situation actuelle, on peut être un être humain puis avoir que des catastrophes. Donc, et c'est là où on essaie d'observer. On se dit, bah oui, il y a eu des karmas propulsifs qui ont été très vertueux, mais des karmas complétifs qui n'étaient pas non plus très réjouissants. Ouais. Avoir le même impact. Il y a les États-Unis, il y a un certain nombre de populations. Non, mais c'est très important, je veux dire. Bien sûr, C'est énorme. exactement, On n'a pas le même impact en fonction de là où on est. tout à fait. Euh, Et ça aussi, ça peut être une fructification karmique. Ça veut dire avoir beaucoup d'entourage, une autorité, une stature, etc., etc. C'est ce que font les bodhisattvas. Les bodhisattvas cherchent à renaître dans des familles qui font autorité, qui ont un pouvoir, etc., justement pour être écoutés par les gens qui veulent l'aider. Que s'ils naissent dans une famille où il y a plein de voleurs, où il y a plein etc., ils vont pas être autant écoutés. Par rapport aux conditions, comme on a parlé de la dernière fois ce matin, les autres sphères de causalité qui sont par le karma. Donc, si Trump avec le même karma, il est né en Burma, par exemple, il n'aura pas tout ce même pouvoir parce que c'est fait qu'il est aussi né dans des conditions qui sont propices à développer cette attitude. Oui. Il n'y a pas meilleur combat que les familles. Oui. Il n'y avait pas le même intelligence que les. Ah oui, bien sûr. C'est des petits royaumes. Oui, tout à fait. Exactement. Donc c'est promis, on fera une conférence un vendredi soir sur Trump. Comme ça, on est sûr d'avoir du monde. On se demandait quel thème employer, ben voilà, on a trouvé. On prépare les tomates pourries, c'est ça? Ouais, on pourrait mettre genre comment transformer son esprit, le cas de Trump. Là, t'es sûr d'avoir du monde. Exactement. Là, t'es sûr qu'on aura du monde et des interactions. Exactement. Make Buddhism great again. Excellent. Mais c'est vrai que ça interpelle énormément. Moi, je me souviens, il y a quelques années où j'étais au Salève et on avait été invité pour une méditation. C'était en montagne. C'était où? Je me souviens plus trop où c'était. C'était chez une dame qui était infirmière. Et on avait une méditation dans un magnifique chalet. Et je me souviens qu'on avait médité sur l'altruisme et j'avais parlé de Trump et ça avait beaucoup, beaucoup déjà à l'époque interpellé les gens. C'est hallucinant, hallucinant. Parce qu'il y a vraiment quelque chose là, on se dit, mais enfin bref. Ok. Ok. Ah oui, mais tout à fait, non, mais ça. Mais c'est vrai que ce sont des cas d'école tellement intéressants. Exactement. C'est vraiment intéressant parce que on voit vraiment la psychologie et c'est juste magnifique. C'est un koh démultiplié par 10, 20, 40, 100 000. Il y a l'aspect collectif, il y a tout ça, il y a aussi tout ce pouvoir destructeur, il y a aussi comment est-ce qu'on peut comprendre. Alors bien sûr, il y a le vote américain qui n'est pas vraiment une vraie démocratie, hein, c'est des grands électeurs, donc souvent Venerable Geshe Gensen, il m'en parlait, hein, parce qu'il est très, très porté sur la géopolitique. Il me disait que c'est pas vraiment un mode d'élection extrêmement démocratique, c'est pas une démocratie directe, c'est pas la même chose.
Donc, c'est plus facile à aussi contourner d'une certaine manière. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent, qui n'excusent pas, mais qui expliquent. Et ça, c'est vraiment des cas d'école. C'est très intéressant. Très intéressant. OK, parce que les Tibétains, ils font la même chose avec Mao, hein. Ils se posent la question, hein. Bien sûr, les Tibétains, ils se posent la question avec Mao. Ils vont pas dire, ah, si on doit le haïr, le détester, il faut qu'il aille en enfer, etc. Non, ils essaient de distinguer l'auteur de l'acte et l'acte lui-même. Toujours. Sa sainteté lui-même le premier. Donc, c'est très important de distinguer les choses, ouais, de distinguer l'acte et l'agent. Pour l'agent, ne jamais, jamais lâcher l'affaire. Jamais lâcher l'affaire. C'est un Bouddha en devenir. C'est quelqu'un qui mérite d'être heureux, qui a besoin d'être heureux, qui a besoin d'échapper à la souffrance à tout prix. Mais les actions, si on peut faire quelque chose pour les contrer, pourquoi s'en priver? Donc, c'est très, très important. Il n'y a pas que les faits, c'est toujours plus dans l'éducation de psychologie, on ne dit pas à un gamin, tu es méchant, tu es ceci, tu Et es bien sûr, ceci. exactement, tout à fait. Exactement. Avant, on faisait n'importe quoi. On faisait au mieux, mais avant, on faisait vraiment n'importe quoi. C'est déjà énorme, déjà énorme. Ne pas identifier la personne à son acte. Ne pas dire tu es mauvais, parce que c'est complètement à côté de la plaque. Et maintenant, il y a vraiment des psychologues qui insistent là-dessus. Ouais, même chez les pompiers. Chez les pompiers, ils vont pas dire est-ce que vous avez froid, ils vont dire est-ce que votre corps a suffisamment chaud. C'est très différent. Très, très différent. Ça change tout de la psychologie. C'est pas parce que moi j'ai froid, je m'identifie au froid. Non, c'est mon corps déjà, qui est déjà bouffé par du métal un peu partout. Est-ce que votre corps est suffisamment chaud? On ne prononce même pas le mot froid. C'est très, très habile. Vraiment très habile. Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc, on a dit l'égalisation, l'échange, et donc l'échange effectif. Ensuite, c'est quoi le point suivant? Presque. Observer la bonté des êtres, non? Euh, Le souvenir spécial de la bonté d'autrui. de la bonté d'autrui. Le souvenir spécial de la bonté d'autrui. Oh là là, ça c'est merveilleux. Ok, très bien. Oui, exactement. Ouais, pourquoi, par exemple, pourquoi est-ce qu'un chat va se diriger chez vous, va se diriger vers vous? Ouais. Par exemple, vous gardez des chats chez des amis, par exemple, au hasard, hein. Et c'est un petit peu comme un étranger hein, qui arrive, qui est là, et les chats, ils sont un peu méfiants et tout. Et après, ils voient que vous leur apportez quelque chose, vous leur apportez des croquettes. Bien sûr, vous soufflez quelques mantras en cachette sur les croquettes. Avant, ils ne savent pas que c'est béni, mais ils voient que vous leur apportez des croquettes. Et donc, ils vont se diriger vers la personne qui leur octroie des bienfaits, nécessairement. Et là, le jour, c'est encore le jour où vous commencez à utiliser la brosse, là, vous êtes le Père Noël. Là, ils viennent vous voir tout le temps. C'est magnifique. Et donc, justement, n'allons pas trop vite. OK. Et donc, est-ce que la personne qui donne des bienfaits à ces chats, est-ce que ces chats ont peur de cette personne, vont fuir dans l'autre côté, ou au contraire vont se diriger vers cette personne? Vont se diriger vers cette personne, nécessairement. Regardez dans votre vie, regardez, vous êtes dirigé vers, quand vous étiez petit, vous vous êtes dirigé vers vos parents, quelqu'un qui vous a souri, qui vous a caressé, qui vous a compris, qui vous a nourri, qui vous a éduqué, etc. Naturellement, vous vous êtes dirigé vers cette source de bienfaits, naturellement. Il n'y a pas à chercher à savoir de la philo, de la psychologie, etc. Naturellement, on va vers quelqu'un qui nous sourit, vers quelqu'un qui nous donne des bienfaits, naturellement. Ça, c'est quelque chose d'automatique. Donc maintenant, notre boulot, c'est, en tant que personne spirituelle, c'est d'aller au-delà de nos limites de personnes ordinaires. Voilà, parce que de manière ordinaire, on va aller vers les personnes qui sont cool. On va fuir les personnes qui ne sont pas cool. Mais idéalement, c'est de transcender tout ça. Et donc, on va essayer de voir quels sont les bienfaits qu'on obtient de différentes personnes. Donc, nos proches, on obtient des bienfaits à court terme et à petite échelle. À court terme et à petite échelle. Ouais, on a à manger, on a des vêtements, on a un logement, on a une éducation, on a de l'amour, de l'affection, etc. Donc, ce sont des bienfaits à court terme et à petite échelle. Les êtres qu'on ne connaît pas, les individus qu'on met dans une catégorie d'étrangers, qu'on ne connaît pas, ni qu'on aime, ni qu'on apprécie, etc., on obtient des bienfaits à court terme et à grande échelle. À court terme et à grande échelle.
Ouais, ça veut dire qu'on peut utiliser un ordinateur qui coûte pas trop cher, qui est quand même abordable dans une situation française, un contexte de société française où on n'a pas nécessairement besoin de sortir des milliards pour avoir un ordinateur. Mais si on devait le fabriquer soi-même, ça coûterait des milliards. Ouais, ça coûterait des milliards. Il faudrait construire des machines, il faudrait construire des machines, il faudrait extraire du minerai, d'une mine, etc. Il faudrait embaucher plein de gens, etc. Ça coûterait des milliards. Et là, ça coûte quelques centaines d'euros, alors que c'est quand même extrêmement précieux. Ouais, on peut utiliser ça pour faire plein de choses et tout. Ouais. Et donc, ça, c'est à cause de la production de masse. Et donc, c'est grâce à toutes ces personnes qu'on ne connaît pas. Toutes ces personnes qu'on ne connaît pas nous donnent des bienfaits sur une vaste échelle, mais à court terme. Ouais, par exemple, souvent Gendamdul dit oui, vous êtes dans un train le soir, la nuit, etc. C'est pas très rassurant. D'ailleurs, il y a des sondages qui sont faits chez les femmes. Ils se demandent même à la SNCF en France s'ils vont pas mettre des wagons pour femmes et des wagons pour hommes, tellement les femmes ont flippent de certains hommes dans certains wagons. Mais quand le wagon est blindé, en général, on se sent un peu plus en sécurité. Il y a moins le danger d'une agression, etc. Même si ça peut arriver, bien sûr, mais dans d'immenses majorité de cas, on se sent en sécurité quand on est accompagné de plein de gens. Et donc, ce sont nos gardes du corps gratuitement. Ce sont nos gardes du corps gratuitement. On n'a même pas besoin de les payer pour ça. Donc, ce sont encore des bienfaits à court terme, mais sur une grande échelle. C'est grâce à toute personne qu'on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. On ne sait même pas comment ils s'appellent ni rien. Mais ils nous aident. Ils nous aident. Ouais, s'il y a des feux rouges, s'il y a des voitures, s'il y a un code de la route, c'est parce qu'il y a d'autres personnes. S'il y a un pays qui est en démocratie, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Mais c'est grâce à toutes ces personnes qu'on vit dans un pays en démocratie. Ça marche pour plein de choses, mais ça marche pour plein de choses. Donc, on obtient des bienfaits à court terme, mais sur une grande échelle. Et les personnes dont on retire des bienfaits sur une immense échelle et sur le long terme, c'est quoi? Nos ennemis, les personnes hostiles. C'est grâce à ces personnes-là. C'est grâce à ces personnes-là qu'on obtient l'éveil. Quand on pense à Trump et qu'on se dit, OK, cette personne, d'où vient son problème, etc. Comment est-ce que je peux gérer ma colère, mon ressentiment, etc. Grâce à ce cas d'école nous est très utile. Il nous est très utile parce qu'il nous permet de repousser notre zone de confort. Il nous permet d'essayer d'être un peu plus patient. Il nous permet d'essayer d'être plus tolérant. Ouais, et donc c'est cette personne qui nous permet de faire un check-up intérieur gratuitement. Ça veut dire que si vous allez voir un médecin pour aller faire un check-up physique, un check-up de votre santé, etc., vous devez le payer. Mais cette personne qui vous met des bâtons dans les roues, vous n'avez pas à la payer et gratuitement, elle vous fait un check-up intérieur. Où est-ce que j'en suis? Jusqu'où je suis stable? Jusqu'où je vais m'énerver ou pas? Si quelqu'un continue de parler sans lever la main. Jusqu'où je vais rester tolérant? Donc, c'est très, très important. C'est tellement important que c'est bien de se laisser, de se laisser imbiber de cela. Aussi, l'examen de conscience, hier, faut pas trop, on peut pas, sur le check-up intérieur. Ouais, examen de Donc, conscience, c'est c'est pareil. ah, bah, oui, mais si je pense à des gens proches que j'ai plutôt des rencontrer, si je me retrouve en situation avec ces gens-là, je ne sais pas comment je vais réagir, je pourrais faut pas quand on dit aussi Mais que c'est exactement ça. le travail, en fait, c'est facile par rapport à des gens qui proches, C'est exactement ça. qui vont passer quelques. C'est exactement ça. On essaye de repousser notre zone de confort, oui. C'est Annick qui a levé la main. Oui, Bravo! par rapport à ce que tu dis, justement, le fait de, on va dire, supporter des personnes qui nous mettent sur les nerfs à cause de certaines attitudes, etc. euh, Ça, c'est aussi par rapport au premier verset des 37 pratiques qui disent d'éviter les mauvais amis, qui nous poussent à développer, on va dire, des non-qualités. Et puis celui qui dit que de privilégier la solitude justement pour mettre son énergie à disposition de l'étude et de la pratique au lieu des distractions, au lieu du bavardage futile ou de ce qui nous tire justement dans les non-vertus. Mm. Des fois, je trouve que c'est difficile de savoir comment faire la part des choses, mais est-ce que se dire, bon, effectivement, quand je fréquente telle personne, j'ai tendance à
à tout le temps bourronner, à m'énerver ou je passe pas une bonne journée, Mm. si je ne crée pas du tort en ne côtoyant plus cette personne, est-ce que on devrait dire c'est de l'égocentrisme de faire ça, ou au contraire c'est plutôt sage de se dire je m'éloigne de cette personne qui me tape sur les nerfs pour essayer d'être plus dans générer des vertus? Ouais, non, c'est de la lucidité, c'est du bon sens. C'est du bon sens, ça veut dire, c'est être conscient de ce qu'on est capable de faire, etc. C'est du bon sens. Par exemple, il y avait, je ne sais pas si c'était vrai ou pas, mais en tout cas, chez les Grecs, il y avait le roi Mithridate, ouais, qui prenait un tout petit peu de poison tous les jours, un peu comme dans le dernier volet de Kingsman. Il y a Rasputin qui prend un petit peu de poison tous les jours, et donc au moment où ils veulent l'empoisonner, bah, il n'est pas empoisonné parce qu'il est immunisé. C'est le même principe, ça veut dire que pour Mithridate, c'est un peu le même principe. Ça veut dire que s'il prenait une dose de poison létale dès le premier jour, bah, ça servait à rien. Donc, il devait moduler la dose pour être en mesure de prendre légèrement suffisamment de poison pour être en mesure d'avoir cette immunité. Mais là, c'est le même principe. C'est le même principe. Ça veut dire que si on est capable de supporter une personne pendant 5 minutes sans être totalement avec les mains qui tremblent, etc., dans ce cas-là, c'est bien. Et si on voit que c'est trop de rester une demi-heure ou 1 heure ou 2 heures, etc., dans ce cas-là, on se met un peu de côté. Et c'est le même principe que ce que mentionne le Bodhisattva Shantideva. Il dit, quand on a un membre cassé, par exemple, si on a le bras cassé, bah, on va pas aller danser le pogo au milieu d'un concert de rock. Ouais, on va se mettre un petit peu en retrait le temps que notre bras se répare. Et une fois qu'on est plus solide, à ce moment-là, oui, on peut aller danser le pogo et se cogner avec les gens, etc. C'est pas très grave. C'est le même principe avec la flamme. Moi, j'aime bien la flamme d'une bougie. Quand elle est assez faible, assez vulnérable, il vaut mieux la protéger. Il faut pas la mettre dehors comme ça, sinon elle va s'éteindre tout de suite. Ouais. Mais quand ça devient un feu de joie, au contraire, plus il y a de vent et plus le feu de joie il est flamboyant. Donc ça dépend vraiment, il faut avoir cette lucidité-là, se dire, OK, jusqu'à quel point j'arrive à être suffisamment patient, tolérant, etc. Puis si je vois que c'est trop, et ben, d'essayer de me remettre, de mettre en vacances. Exactement, le dit la catastrophe. C'est pas contradictoire, ça dépend du contexte, ça dépend de notre niveau. Et parfois, on est mieux luné, on est mieux armé, on est mieux reposé, on a mieux dormi. Moi, je sais très bien que pour moi, c'est le sommeil. Si j'ai mal dormi pendant un jour, 2 jours, une nuit, 2 nuits, etc., je peux être beaucoup plus vulnérable. Ça, c'est pour ma mère. Je rigole. Et donc, mais si j'ai mieux dormi, si j'ai mieux dormi, ça passe tout seul. Ouais, et donc, il faut vraiment tenir compte de son contexte. Donc, l'écoute de soi-même. Il faut être à l'écoute de soi, il faut se connaître. C'est ça la lucidité, c'est ça la présence d'esprit dont je parlais tout à l'heure. C'est du bon sens. C'est se dire, voilà, maintenant que, par exemple, si on a reçu une bonne nouvelle, par exemple, si on a reçu une bonne nouvelle, ben, on est plus facilement, comment dire, on peut plus facilement fréquenter des personnes plus caractérielles. Parce qu'on a une bonne nouvelle, elle prend le pas sur ce qui se passe. On est un peu plus en distance. Mais si c'est quotidien, si on a un collègue qui est vraiment récalcitrant, etc., dans ce cas-là, il faut vraiment essayer de faire quelque chose. Il faut vraiment se mettre en retrait au maximum et se préparer. On se dit, OK, je sais que je vais voir cette personne-là, je sais qu'elle va réagir comme ci, comme ça, etc. Et donc, il faut se préparer un petit peu. C'est très important. Très Mhm. important. Et parfois, il faut tout simplement s'éloigner. Par exemple, dans la vie monastique, c'est comme ça. Dans les communautés monastiques, c'est comme ça. On le dit, on se dit, il vaut mieux se séparer d'un groupe, etc. Enfin, de s'éloigner d'un groupe ou d'une personne si on voit que ça n'engendre que des afflictions au quotidien. Il vaut Mhm. mieux choisir la meilleure solution ou la moins pire. Mhm. Quand une personne, je pense à votre fait, si je suis pas obligé de côté, si je pense Bah, que si tu n'es pas obligé de les côtoyer, c'est encore plus simple. ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que si un jour je m'en retrouve en face, donc, je pense que voilà, à proximité, je ne sais pas comment je pourrais réagir, mais c'est mal. Ça veut dire que tu peux, la fonction est toujours là. Mais tu vois, le grief, qu'est-ce qu'on fait pas? Bah, t'évites de la fréquenter. T'évites de la fréquenter tant que c'est pas réglé. Régler, En méditant, on règle les problèmes en méditant, en essayant de se préparer, en repensant à ce qui s'est passé, en essayant de comprendre la personne, etc. On peut pas faire autrement. C'est la seule solution. La transformation ne vient que de la méditation. Il ne faut pas espérer que c'est simplement en lisant un bouquin
ou en venant un week-end de temps en temps, même avec nous, etc., ou en prendre. C'est la méditation. On ne peut pas faire autrement. C'est des méditations dans le sens analytique. Oui, la méditation est nécessairement analytique. Oui, Il n'y a jamais une pratique méditative qui met de côté l'analyse. oui, oui. Même pour méditer shamatha, le développement de l'attention, c'est nécessairement sur une chose familière. Donc, c'est sur une chose qu'on connaît, qu'on a analysée, nécessairement. Mais dans ce cas-là, ce serait une situation particulièrement placée, qu'on essaie Oui, bien de sûr, tous, oui, oui, tout à fait. Mm, transformer. mm. Exactement. Moi, je suis d'accord avec toi. Néanmoins, quand on se passe au niveau mondial des politiques, on a quand même de gros problèmes. On ne peut pas se mettre en dehors du monde. C'est-à-dire, c'est ça, il y a quelque chose qu'il va falloir quand même qu'on agisse. Alors, peut-être qu'on n'a pas une identification suffisante, mais il faut trouver des moyens, des méthodes. Est-ce qu'il va falloir être, par exemple, il va falloir que nous aussi, on montre les dents. En fait, et en tant que personne qui ne voit pas critiquer, tu dis, mais aussi je me situe, en fait. Mm. Et ça, c'est pas évident. Oui, Parce que c'est trop facile de se dire, oh ben non, ça ne me concerne pas, machin et compagnie. À un moment donné, ça concerne tout le monde. oui, exactement. Mais se mettre de côté, se mettre au vert, oui, bien sûr, il dit il faut quitter son pays, quitter sa patrie, etc. Il faut quitter tout son contexte, etc. Ça peut vraiment aider. Dans certains cas, ça peut aider. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où j'ai tout quitté pour avoir une autre situation, etc. Et je me suis rendu compte que c'était pas si négatif que ça. Même s'il y a des gens qui te manquent, etc. Il y a une situation qui te manque, etc. Mais c'est pas si négatif que ça. Ça apprend beaucoup il faut s'adapter à une situation. Les choses changent et c'est bien de suivre le flot du changement, de toute façon. Et ça, Et puis, après ça dépend du contexte aussi. Tu vois, par exemple, si quelqu'un est vraiment submergé par les infos que cette personne voit, pendant quelques jours, d'arrêter de regarder les infos. Ça fait rien que ça. Rien que ça. Oui, tout à fait. Ça ne met pas de côté le problème. Ça ne met pas de côté le problème. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais si c'est trop, si vraiment, parce que si la personne est dans la colère, dans le ressentiment, etc., elle va faire des mauvais jugements. Elle va prendre de mauvaises décisions, de toute façon. Donc, il vaut mieux, à ce moment-là, ne plus regarder les infos pendant quelques jours, ne plus regarder Facebook pendant quelques jours, etc., se mettre un petit peu au vert, essayer de faire une petite retraite, etc., en ayant la motivation de se dire, je vais reprendre un peu mon souffle et à nouveau, je vais pouvoir être plus disponible. Parce que si c'est trop, c'est trop. De toute façon, la personne, ça va être catastrophique. Non seulement le monde tourne pas rond, mais en plus, la personne elle-même va mal tourner rond et elle va prendre de mauvaises décisions. Donc, c'est juste, en fait, de prendre, il y a des solutions à long terme et à court terme. Oui, de toute façon. Mais il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Par exemple, à Dharamsala, il y a des gens qui sont en retraite dans les grottes, etc. Mais ils le font pourquoi? Pour être en mesure un jour d'être capable de conseiller Trump, de conseiller un Poutine, de conseiller, etc. Ou d'être lui-même un Trump ou un Poutine, mais du côté lumineux de la force. Ils le font pour ça. Donc, c'est un petit peu la différence, c'est ce que dit Mathieu Ricard. Il dit, il y a le médecin qui fait du porte-à-porte et qui aide les gens comme ça au quotidien, et il y a des médecins qui construisent un hôpital. Donc, dans ce cas-là, ils ne font pas du porte-à-porte. En réalité, dans les faits, ils ne sont pas là à côtoyer les gens, à les aider. Mais une fois que leur hôpital s'est terminé, combien de personnes ils seront capables d'aider? Donc, les deux ne sont pas contradictoires. Ouais, ouais. c'est facile d'aller Il dans faut se un mettre. petit coin tranquille, Oui, etc. quand on voit que c'est trop. Quand, Possibilité, quand on voit que c'est trop, il faut se protéger. C'est pas suffisant, mais c'est comme cette flamme, la flamme d'une bougie. Si tu veux la garder, tu es obligé de la protéger. Si par exemple, imagine, oui, j'arrive, excusez-moi. Si, si vraiment tu es sur une île déserte et que, comme dans Seul au monde, et que tu as vraiment ce feu-là que tu dois vraiment préserver et qu'il y a une bourrasque qui arrive, qu'est-ce que tu dois faire? Tout de suite de la protéger. Parce que c'est ta dernière chance de dormir au chaud et de manger chaud. Exactement, mais tout à fait. Mais c'est pour ça que c'est un très bon exemple. Parce qu'il gère le truc au quotidien et au court terme en ayant la perspective du long terme. Ça, c'est très, très sage. Il ne faut jamais compromettre le long terme pour le court terme. Ça, c'est puéril.
Mais utiliser le court terme pour essayer de préparer le long terme, se dire, je me préserve maintenant parce que j'en ai besoin, parce que j'ai besoin de recharger les batteries, parce que c'est trop, ça me submerge, etc. Et je ne peux plus réfléchir parce que j'ai plus le loisir de le faire parce que c'est trop, ça me bouffe trop. Dans ce cas-là, il vaut mieux se mettre un peu de off en ayant la perspective, puissais-je revenir beaucoup plus courageux, plus armé pour gérer tout ça, non? Oui. C'est que, c'est que si, si on est dans un pays qui est en situation de guerre, quoi, on ne peut pas avoir le luxe de ça, quoi. Le luxe de quoi? De se- Hmm. Oui, Dans un, ouais, c'est ça, parfois, il y a plein d'êtres humains, quoi. Ils n'ont exactement. pas cette possibilité. Hélas. Qu'est-ce qu'on doit faire, quoi? On doit bien être obligé de travailler. Il y a quand même des moyens d'adaptation. Alors, les gens sont très résilients d'une manière ou d'une autre, de toute façon. On peut voir que dans certains cas très extrêmes, les gens arrivent à rester très focus et contrôlés. Et c'est hallucinant. La capacité d'adaptation des êtres humains en particulier, c'est d'avoir une forme de, ouais, savoir gérer une situation. C'est incroyable. Quand il n'y a pas le choix. Mais, exactement, de toute façon. Donc, dans ce cas-là, il faut gérer la situation tout de suite. De toute façon, imaginons qu'on entend une alarme et que ça y est, il y a les bombes qui arrivent. Il faut tout de suite gérer le truc et se dire, il faut se mettre à l'abri. Donc, nécessairement, il faut tout de suite être focalisé sur la solution immédiate. Et après, il y a les solutions à long terme. Mais les solutions à long terme, c'est extrêmement difficile et ça peut engendrer beaucoup de stress parce qu'on a envie de gérer les solutions à long terme. Ça, on peut militer pour les comportements prosociaux, etc., contre les dictateurs, etc. Mais hélas, il ne faut pas espérer que ce soit solutionné du jour au lendemain. Donc, idéalement, c'est de gérer les choses au quotidien en se disant que le long terme, ça va prendre du temps. Parce que si on se dit qu'on veut tout de suite avoir des solutions, ça va engendrer une forme de stress et de frustration. Et là, on est perdant. Là, on est perdant. Ça va bouffer notre système immunitaire, ça va bouffer notre bien-être intérieur. Et donc, c'est de se donner de l'espace aussi, se dire que c'est aussi la nature du samsara, que dès l'instant où on sera dans le samsara, ce sera de toute façon comme ça. Ça ne veut pas dire ne rien faire, hein, ça veut dire, oui, faire quelque chose, mais en se disant que de toute façon, on ne pourra pas solutionner le samsara des autres. De toute façon. Même si on vit dans un pays libre, même si on aide, même si on devient, après Nobel de la paix, qu'il y ait des pays à vivre en paix, de toute façon, ce ne sera jamais définitif, puisque le samsara est bouffé par nature. Il est vicié à la racine. Donc, même si les pays vivent en paix pendant longtemps et qu'on a une ère, une période dorée où tout le monde, la paix dans le monde existera, il y aura de toute façon des problèmes encore et encore tant qu'il y aura le samsara. Donc ça, on a peut-être l'impression que c'est ça le long terme, gérer les problèmes entre pays, les conflits entre pays. Mais en réalité, c'est qu'un très court terme pour le bouddhiste. Pour les bouddhistes, le vrai long terme, c'est emmener tout le monde en dehors du samsara. C'est ça le vrai long terme en réalité. Mais quand on agir déjà au quotidien, c'est déjà un premier pas. Ah bah ça, de toute façon. C'est bien d'avoir des belles idées, machin. De toute façon. De toute façon. Au quotidien, consommer correctement, savoir consommer, parce que consommer, c'est voter. Ouais, pas nécessairement donner son argent à des compagnies qui veulent assoiffer des peuples entiers, etc. Essayer de faire attention où va l'argent qu'on donne, etc. C'est aussi un acte militant, hein, de consommer, de faire attention. Moi, des fois, quand ma mère, elle regarde beaucoup les pubs, et donc des fois, elle dit, tiens, je vais essayer ça. Donc en ce moment, c'est bien, elle veut plus essayer Maminova que Nestlé, parce que Nestlé, je lui en ai tellement parlé. Je lui ai dit qu'il va bouffer la flotte des gens, etc. Et qu'il veut plus que l'eau, ce soit un bien commun. Il veut privatiser l'eau. Et quand tu vois la SNCF, ils ne vendent plus que des trucs de Nestlé, etc. C'est hallucinant. Et donc j'en ai tellement parlé à ma mère que maintenant elle fait attention, elle regarde, elle dit ah oui. Mais en fait, parce que c'est un acte militant, c'est à qui est-ce qu'on soutient en réalité? Parce que ces gens-là, ils sont riches, mais riches c'est à cause de l'argent de qui? Ils ne l'ont pas fabriqué eux-mêmes. Ils sont riches parce qu'on leur a donné notre argent. Et donc, à qui on donne du pouvoir en réalité? Et ça commence dès maintenant, dès le supermarché.
on a eu des problèmes parce qu'on mettait plus de sucre pour les trucs pour bébé, dans les médicaments. Mais oui, exactement. Il y a eu énormément de scandales. Énormément de scandales. Et donc, ça commence là, en fait. Si on veut vraiment commencer à avoir des activités prosociales et citoyennes, il faut déjà commencer à s'informer. Déjà savoir qui fait quoi, regarder Cache Investigation, regarder Complément d'enquête, regarder Mise au point, regarder, essayez de vous informer. Et quand vous achetez en essayant d'être informé, peut-être qu'on limite un petit peu les dégâts à notre niveau, comme faisait le colibri. Le colibri, c'est à son niveau, hein. C'est pas parce que un colibri met une goutte d'eau sur un incendie qui va tout éteindre. Mais au moins, il fait sa part. Mais c'est vrai que consommer, c'est beaucoup. Mais consommer, c'est voter. Il y avait une émission sur la 5, c'était ça à l'époque. Ça s'appelait Consommer, c'est voter. Et je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et donc, ça commence là, ça commence là, ça commence à qu'est-ce qu'on fait au quotidien, parce qu'on mange tous les jours, on boit tous les jours, etc. Mais comment est-ce qu'on se nourrit? Où est-ce que ça commence, en fait, en réalité, notre activité citoyenne ou militante? Où est-ce que ça commence? Ça commence déjà vis-à-vis de à qui on donne notre argent. Ouais. Ok, on va faire une petite pause, parce que sinon on va parler que de militantisme et tout. Merci. On se retrouve dans 5 minutes. Merci beaucoup. À tout Bien. de suite. Non, si, si. Mais il n'a pas de son. Il a le micro coupé. Ouais. Il n'y a pas le son. Non, Ok. pas de son. Ah, Donc, ce là. qu'on était en train de dire, c'est que finalement, c'est très positif parce qu'il y aurait eu quelques années en arrière, ça m'aurait bien vrillé les nerfs que ça coupe comme ça. Et là, rien. Vraiment. Ah, mais alors, ça passe, mais alors, comme si je n'avais rien à faire. Là, c'est clair, j'avais l'image de toi et l'imprimante en même temps, dans la C'est vrai. tête. Ouais, ouais, exactement. Mais il y aurait ouais, ouais, j'aurais eu un moment d'agacement et tout, mais alors là, rien, rien. Donc, c'est Bah très oui. positif. Bah, c'est ce qu'on a fait nous aussi. On a profité pour discuter et rigoler, hein. C'est super génial. Très bien. Et donc, on a dit, en effet, c'est très important de voir que ces personnes-là ne sont pas des ennemis de leur propre côté. Ces personnes ne sont pas hostiles de leur propre côté. Ce ne sont pas des problèmes de leur propre côté. Ce ne sont pas des agressions de leur propre côté. Ce ne sont pas des trucs hum, problématiques de leur propre côté. Ça dépend comment on le voit. C'est ce que dit Lama Sopa Rinpoche. Il dit, tant qu'on verra des problèmes comme étant des problèmes, on aura toujours des problèmes. De toute façon. J'adore. J'adore, j'ai l'impression que c'est un koan japonais, un koan zen. Si on voit les problèmes comme étant des problèmes, on aura toujours des problèmes. Donc ça, c'est très, très important de voir que finalement, un problème n'est pas un problème de son propre côté. C'est une opportunité, un défi. C'est un accident qui crée l'évolution. S'il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'évolution. S'il n'y a pas d'agression extérieure, il n'y a pas de système immunitaire. Donc ça, c'est très important de voir que les autres sont nécessaires, que les problèmes sont nécessaires, que les gens qui cherchent à parler sans lever la main sont nécessaires. C'est comme ça qu'on devient de plus en plus résilient et de plus en plus cool. C'est comme ça qu'on apprend à gérer le truc. Parce que sinon, le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant que ça coupe. Si on ne règle pas le problème maintenant, il va se présenter encore des milliards de fois. Mais si on le règle une fois, c'est comme si on en réglait des milliards en même temps. Donc, c'est extrêmement utile. Donc, une fois qu'on a médité là-dessus, mais méditer, hein, pas simplement, oui, compris intellectuellement, ah oui, il a raison, en effet, ah, c'est vachement cohérent, etc. Mais méditer là-dessus. Si on ne médite pas là-dessus, déjà, on va même plus se souvenir de cette instruction. On va complètement l'oublier. Si un jour quelqu'un vous demande, un prof un peu récalcitrant, vous demande qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois, de quoi est-ce qu'on a parlé, vous allez l'oublier. Vous allez vous dire, ah oui, on a parlé un petit peu de compassion bodhicitta, etc. Mais de quoi est-ce qu'on a parlé exactement? Vous allez l'oublier. Mais si vous le méditez, méditer, ça veut dire quoi? Comme disait Jetsun Milarepa, Gomba Mayen, Kompayin. Il disait, ce n'est pas une histoire de méditer, c'est une histoire de familiariser l'esprit. Il s'agit de familiariser l'esprit, habituer son esprit à quelque chose. Forcément, ça reste. Si vous méditez sur un truc, ça va rester dans votre esprit, forcément, nécessairement. Ouais, ok. Donc, infuser notre esprit avec ça. On médite de manière analytique, se dire oui, les personnes à l'extérieur, les personnes difficiles sont celles qui nous donnent les bienfaits sur le long terme. Donc, l'éveil. Et donc, nous sommes extrêmement redevables. Très bien.
Et ensuite, on essaie de méditer sur la responsabilité universelle. Ouais, c'est en effet, on a médité sur l'altruisme, sur la compassion, la bienveillance, donc l'aine, l'échange effectif de soi avec autrui, et ensuite le souvenir spécial de la bonté d'autrui, et donc la responsabilité universelle. Ouais, sa sainteté l'appelle comme ça. Ouais, c'est le haksam, ou l'attitude exceptionnelle. C'est puissais-je faire en sorte que tous les êtres échappent à la souffrance? Tous les êtres, pas uniquement les personnes qui sont cool avec moi. Tous les êtres, sans exception. Ouais. Et donc, forcément, on va se dire, bah oui, mais est-ce que j'ai la capacité de le faire maintenant? Est-ce que je peux vraiment aider tous les êtres? Bah non, regardez, il suffit que je parle d'un truc et parfois les gens peuvent comprendre le contraire. Ou j'essaie de dire un truc et ma langue fourche et je fais un lapsus, etc. Et donc, j'essaie d'aider les gens et en fait, ils peuvent très bien comprendre le contraire de ce que je suis en train de dire. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que je les aide vraiment en accord avec leurs propres attitudes, compréhension, disposition naturelle? Non, je ne fais que leur mettre des bâtons dans les roues alors que j'ai envie de les aider. Par contre, chez un Bouddha, ça n'arrive jamais. Chez un Bouddha, ça n'arrive jamais. Donc, c'est pourquoi j'ai besoin d'obtenir l'éveil. Et comme on a dit précédemment, l'aspiration à obtenir l'éveil est secondaire. La première, c'est puissais-je faire en sorte d'aider tous les êtres à échapper à la souffrance. C'est la première aspiration. C'est la plus importante. C'est l'aspiration causale, on pourrait dire. Ouais, je veux obtenir l'éveil, qu'est-ce que je dois faire pour ça? Excuse-moi. Je veux aider tous les êtres à obtenir l'éveil, qu'est-ce que je dois faire pour ça? Obtenir l'éveil. C'est très, très important. Ouais. Très bien. Et donc, bodhicitta, je ne vais pas vous garder trop longtemps, on a presque fini. Bodhicitta, c'est justement cette aspiration à obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. C'est ce que dit Arya Maitreya, chapitre 1, strophe 19 de l'Abhisamayalankara. Ouais, comment il dit déjà? Samkyepa ni Shendochil, Yan Dadzo Bechanju de. Ouais, il dit, la bodhicitta, c'est vouloir obtenir l'éveil insurpassable et parfait pour le bien de tous les autres. Ouais, ça c'est très important. Cette aspiration à obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. C'est ça, bodhicitta. Voilà, la bodhicitta mahayaniste, on pourrait dire, parce qu'il y a une bodhicitta dans le véhicule fondamental. Ouais, il y a aussi l'aspiration à obtenir l'éveil d'un Sravaka. Il y a l'aspiration à obtenir l'éveil d'un Pratyeka-Buddha. Donc, c'est techniquement appelé aussi bodhicitta. Mais ce n'est pas la bodhicitta altruiste, ce n'est pas la bodhicitta mahayaniste. Ouais, ça vous parle? Ok, bravo, bravo. Et ça, c'est capital de se familiariser avec ça. Ouais, c'est ce que dit sa sainteté. On peut vraiment faire en sorte que ça devienne spontané chez nous. Il dit vraiment, si vous vous efforcez, je me souviens, il l'a dit plusieurs fois, une fois à Tashilhunpo en Inde du Sud, où il avait donné les vœux de Bodhisattva, il avait dit vraiment, si vous vraiment vous faites quelque chose, vous pouvez développer Bodhicitta. C'est extrêmement inspirant, extrêmement inspirant. Et une fois aussi, Vénéra Gendamdul disait que l'un de ses enseignants lui avait dit ça. Il lui avait dit, si, Dorji, si tu vraiment fais un effort, tu peux vraiment développer Bodhicitta. C'était vraiment émouvant la façon dont il en parlait. Parce qu'on peut vraiment s'entraîner à ça. Ouais, ça ne coûte rien. Et en fait, on est les premiers bénéficiaires. On est les premiers bénéficiaires. Quand on développe Bodhicitta, on se sent bien, on donne un sens à sa vie. On sait pourquoi on existe. On sait pourquoi on est là. On ne se sent plus jamais cafardeux. On ne se sent plus jamais seul au monde. Jamais, jamais, jamais. Impossible. Donc ça, on est déjà les premiers bénéficiaires grâce à ça. Donc c'est tellement utile et ça nous permettra d'obtenir l'éveil. Nous permettra d'accomplir le bonheur d'innombrables êtres en nombre infini. Et donc c'est extrêmement, extrêmement bénéfique. Et ça permet de purifier en plus énormément de karmas négatifs, parce que les karmas négatifs, on les a accumulés pourquoi? Parce qu'on a cherché à détruire les autres, à mentir aux autres, à leur faire du mal, etc. Et bodhicitta, c'est tout le contraire. Donc forcément, ça va purifier énormément de karmas négatifs, non? Ok, très bien, très bien, très bien. Ok, donc on a vu l'essentiel. On a vu l'égalisation et l'échange de soi avec autrui, et on n'a pas eu le temps de voir la causalité septuple, mais ce sera Steven la prochaine fois qui décidera de quoi il va parler au mois de janvier. Très bien. Oui, un petit peu. Un petit peu. Ouais, c'est quoi la causalité septuple? Vous la connaissez par cœur? Oui, oui. Ok, je retire ma question. Oui, oui. Voilà, exactement. Pif, paf, pouf, dans l'ordre.
Alors, l'impartialité, c'est un prérequis qui n'est pas toujours mis, voilà, sinon ça donnerait 7 causes et un effet. Mais l'impartialité, c'est un petit peu un préliminaire. C'est un préliminaire. Ça veut dire que si, c'est ce que disait Venerable Gensen, Nalanda, il disait si on a un conflit avec quelqu'un, si on est dans une période de conflit, etc., dans ce cas-là, c'est utile de revenir sur l'impartialité. Mais s'il n'y a pas un truc spécial comme ça, ou c'est pas nécessairement embrouillé avec quelqu'un, ou si on n'a pas un conflit spécial, à ce moment-là, on peut commencer directement avec le souvenir que tous les êtres ont pu être nos mères, des vies passées. Donc, bien sûr, ce sont pour les personnes qui n'ont pas de relations difficiles avec leur mère, etc. Sinon, vous pouvez penser à votre père, à votre prof, à votre sœur, à votre cousin, enfin, à n'importe quelle personne qui vous inspire dans la vie. Ouais. Ok. Très bien. Et donc, en effet, se souvenir que tous les êtres ont pu être cette personne. Cette personne a pu nous aider un nombre incalculable de fois par le passé. Et tous les êtres, statistiquement, vu qu'il n'y a pas de début à nos renaissances, tous les êtres ont pu en faire autant. Nécessairement, statistiquement, un nombre infini de fois. Et à l'avenir, pourront à nouveau nous aider un nombre incalculable de fois. Ouais. Donc ça, c'est très important de se souvenir de cela, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on va se diriger naturellement vers quelqu'un qui nous octroie des bienfaits. Si on pense que tous les êtres ont été bénéfiques à notre égard, forcément, on va se sentir un peu proche de tous les êtres. Si en plus on renforce ça avec cette compréhension de l'interdépendance, que tout ce qui nous est utile dans l'existence vient de tous les autres. Ouais, c'est pas moi qui ai fabriqué mon t-shirt, c'est pas moi qui ai fabriqué le coussin, c'est pas moi qui ai fabriqué mon lit, c'est pas moi qui ai fabriqué la nourriture, l'eau, c'est pas moi qui l'ai détourné dans des canalisations, etc., etc. C'est tous les autres. Et donc je suis redevable vis-à-vis de tous les autres. Et pourquoi est-ce qu'il y a des Bouddhas? Parce qu'il y a tous les autres. Les Bouddhas existent, l'enseignement du Bouddha existe, sa sainteté existe parce qu'il y a tous les êtres. Et donc, c'est grâce à tous les êtres qu'il y a eux, il y a leur enseignement extrêmement bénéfique, etc. Donc, on est redevable à tous les êtres. Cette précieuse existence humaine, je la dois à tous les êtres parce que j'ai pratiqué l'éthique par le passé. L'éthique vis-à-vis de qui? De tous les êtres. Je me suis abstenu de tuer les êtres. Je me suis abstenu de leur mentir, de les voler, etc. Les êtres. Et donc, c'est grâce aux êtres que j'ai cette précieuse existence humaine. Rien que ça, ça leur est dû. Et donc, si maintenant je me disais, OK, maintenant je vais pratiquer que pour moi, pour obtenir le nirvana que pour moi, ce serait une ingratitude totale. Et donc, c'est utiliser cette précieuse existence humaine pour leur faire un juste retour des choses, leur redonner ce dont je leur suis redevable. Et donc, de la meilleure façon qui soit, c'est pas simplement leur donner un chocolat ou etc. C'est en plus leur permettre d'obtenir l'éveil. Ouais. OK, mais pour ce faire, je dois moi-même obtenir l'éveil. Sinon, comment est-ce que je pourrais les aider? Ouais, donc c'est comme ça que ce cheminement se fait. Ouais, se souvenir le souvenir que tous les êtres ont été nos mères, se souvenir de leur bonté, vouloir leur rendre leur bonté, l'amour de proximité, se sentir proche des êtres, et ensuite la compassion, puis la responsabilité universelle. Et ça donne bodhicitta. Ouais. Ok, magnifique. Eh ben, on peut faire les dédicaces, on peut dédier ce week-end magnifique. On a essayé, ou au cœur duquel on a essayé de se souvenir de plein de choses. On a essayé de parler du renoncement. On a essayé de parler des 4 nobles vérités. On a essayé de parler de plein de choses, du karma, de bodhicitta, etc. C'était extrêmement méritoire, surtout aujourd'hui, le jour de la Tsongkhapa, le jour de Gandeng Ramche, où c'est démultiplié tous ces magnifiques trésors de mérite qu'on peut orienter vers le bonheur de tous les êtres, sans exception, puissent tous les êtres obtenir l'éveil le plus rapidement possible, par le fait que sa sainteté puisse avoir une longue vie, une excellente santé, et qu'il puisse rayonner dans ce monde comme il continue de le faire depuis longtemps et encore pour longtemps. Et que tous les maîtres pleinement qualifiés, authentiques et qualifiés, puissent avoir aussi une longue vie, une excellente santé, et pour le retour le plus rapide de la masse au Rinpoche, qu'il ait une excellente santé, d'excellentes conditions pour guider à nouveau la FPMT, et que tous les conflits cessent le plus rapidement possible, que toutes les guerres, les états d'esprit puérils des dirigeants cessent le plus rapidement possible, et que tous les dirigeants voient leur cœur rempli de compréhension, de compassion, de lucidité, et que tous les droits humains et non humains soient respectés, les droits des animaux, les droits du vivant, les droits de la planète soient respectés le plus rapidement possible, et que tous les enfants aient une éducation éclairée, une éducation du cœur et de l'esprit. Merci beaucoup et à la fois prochaine. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup. Bon retour, Merci à toi. Christophe. Bisous à tous. Merci. À très Passe le bientôt. micro à Steven. Tu peux tourner le... Oui, ça aussi. Oups, est-ce que ça va marcher? Oui, voilà.
Juste pour dire qu'on a fixé les dates pour l'année prochaine. Ah, Donc, janvier jusqu'au juin, je vais mettre sur le groupe bientôt. Si vous avez moyen de mettre quelque chose dans la boîte ou dans la boîte virtuelle, c'est très bienvenu. On a réfléchi un peu à si c'est possible de continuer de faire chaque mois ici sur place parce que les frais, ça devient un peu cher avec la salle et les billets de transport et tout ça. Donc, je vais peut-être mettre des sondages pour réfléchir ensemble. Si on continue comme ça, peut-être Christophe, il pourrait faire par virtuel et moi, comme je suis là de toute façon, ou des fois, quand il est à Martigny, il vient ici. Donc, voilà. Donc, pas très clair pour l'instant, mais juste pour dire que on va essayer de voir les options comme ça. Mais je vais mettre ça plus clairement dans le chat, comme ça, vous pouvez réfléchir et partager votre avis. C'est tout. Mais de toute façon, l'idée, c'est de continuer pour les premiers 6 mois de l'année prochaine. Et il y a beaucoup d'événements de Gendendrup par Martigny l'année prochaine avec beaucoup de grands maîtres qui viennent. Ils ne sont pas encore sur le site, je pense, je sais pas. Mais oui, c'est pas validé, mais il y a pas je vais voir si certains de ces enseignants pourraient passer à Genève. Si c'est le cas, évidemment, je vous tiendrai au courant. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Super. Merci, Steven. Au revoir. Merci, à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Et merci bien sûr Prochaine. Merci à Simon vous. pour tout ça. Et merci pour l'organisation aussi, pour le logement et tout ça. Et merci à tous pour votre accueil et votre réceptivité. Oh là là, c'est magnifique. Merci. Prenez bien soin de vous. Bonne soirée. Merci. Tata. Bonne soirée. À bye. tout bientôt.